Le propriétaire d'un snack-bar sauve 10 motocyclistes dans une tempête de neige. Le lendemain, une longue file de motos apparaît devant Tampiro de Alma. Le seul snack-bar sur un tronçon oublié de la route nationale, reliant la frontière à la côte. Elena Santos, 53, était sur le point de tourner le panneau ouvert à fermer lorsque le rugissement des moteurs a traversé le hurlement furieux de la tempête. « Fermons tôt aujourd'hui, Wim », dit-elle au jeune serveur qui nettoyait les dernières tables. « Personne ne se présentera par ce temps même, les corbeaux ne volent pas. » La banque venait d'envoyer le 3e avis d'expulsion. 3 mois de loyer étaient en retard. 1 semaine. Pour libérer le restaurant qu'Elena dirigeait depuis 2 décennies depuis la mort de son mari, était sur le point de devenir un souvenir, l'endroit qui nourrissait les chauffeurs de camions, les voyageurs et les aventuriers solitaires se fanait. Maintenant, comme une plante s'ensoleille, une violente rafale de vent secoua les vitres, entraînant avec elle le bruit caractéristique du métal contre l'asphalte. Elena se précipita vers la porte, sa main tremblante poussant la condensation, le verre embué dehors dans le rideau blanc de neige, une moto gisait tombée sur l'épaule, son conducteur, une silhouette noire contre le blanc absolu, essaya de soulever la lourde machine, tandis que le vent semblait déterminé à le maintenir au sol. « Wim a attrapé cette vieille veste et viens avec moi », a crié Elena. Avançant déjà contre la tempête sans attendre de réponse, le froid la coupait. Comme un rasoir, mais elle n'a pas hésité avec une force surprenante pour sa corpulence moyenne. Elena a aidé le motard à soulever la moto. « Rentre vite à l'intérieur », a-t-elle ordonné en désignant le restaurant juste au moment où ils ont réussi à entrer. D'autres phares sont apparus sur la route, des lumières fantomatiques traversant l'épais rideau de neige. Un par un, 10 motocyclistes ont garé leurs motos et se sont abrités dans la chaleur de Tampiro d'Alma. La route est bloquée à 10 km d'ici, a déclaré le premier motocycliste en retirant son casque trempé. La police a dit « Pas avant demain après-midi si nous avons de la chance ». Elena scruta le groupe, composé principalement de jeunes hommes portant des vestes en cuir, décorés d'emblèmes de clubs de motards qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Leurs corps étaient recouverts de tatouages. Ils n'étaient pas rasés et leurs expressions étaient épuisées. Ils n'étaient pas le genre de clients qui fréquentaient son établissement. « Le café est encore chaud », dit-elle simplement en retournant derrière le comptoir. « Et je peux vous préparer quelque chose à manger. » Le chef du groupe, un homme grand avec une cicatrice diagonale sur le visage, observait l'endroit presque vide, les tables propres, la fenêtre éclairée par l'obscurité croissante. « Nous ne voulons pas vous déranger, madame. Nous avons juste besoin d'un endroit pour attendre la fin de la tempête. » Elena versa une tasse fumante et la posa devant lui. « Je n'ai jamais renvoyé personne affamé ou froid, mon fils. Je ne vais pas commencer aujourd'hui. Ce que les motards ne savaient pas, c'est que 5 heures plus tôt, le directeur de la banque régionale, M. Mendes, avait garé sa voiture importée exactement là où les motos reposaient maintenant. Vêtu de son costume impeccable et portant une serviette en cuir italien, il entra dans l'établissement vide et s'assit sur le même banc, maintenant occupé par le chef des motards. « Madame Santos », dit-il lentement, en mâchant un morceau de tarte qui avait à peine touché ses lèvres. « Je ne peux plus remettre ça à plus tard. Nos investisseurs sont impatients de se lancer dans cette nouvelle aventure. Ce tronçon d'autoroute a le potentiel pour une station-service moderne. Pas celle-ci. » Il regarda autour de lui avec dédain. « Cette relique a nourri les voyageurs pendant 20 ans, a déclaré M. Elena, a répondu en gardant sa dignité. Cela a nourri votre père quand il était encore chauffeur de camion avant de commencer à la banque. » Le banquier marqua une légère pause mais garda une expression impassible. « Les affaires sont les affaires, Madame Santos. J'ai une dernière offre. Partez dans 1 semaine, acceptez une petite compensation et nous gagnons tous. » « Tout le monde, sauf moi et les gens qui dépendent de cet endroit, » répondit-elle. Le banquier sourit froidement. « Personne ne dépend de cet endroit. C'est juste un arrêt à l'ancienne que le progrès va engloutir. » Il posa quelques billets sur la table et partit sans se retourner alors qu'elle servait du café et des sandwichs. Improvisée avec les dernières provisions du garde-manger au motard, Elena remarqua quelque chose de curieux.
L'homme à la cicatrice qui s'était présenté comme Marco examinait chaque recoin du restaurant avec un intérêt particulier. Ses yeux s'arrêtèrent sur la petite fresque photographique derrière la caisse. « Ce restaurant a-t-il toujours été le vôtre, Madame Helena ?»« Helena Santos, et oui. Le mien et celui de mon mari. Il est décédé il y a 20 ans. » Marco hocha lentement la tête, les yeux fixés sur une photo spécifique. Il ne dit rien de plus, mais échangea des regards avec les autres motards. Ce que personne dans ce groupe n'aurait pu imaginer, c'est que la simple décision d'Helena d'ouvrir ses portes par une nuit orageuse alors qu'elle avait parfaitement le droit de les fermer, non seulement sauverait ces motards du froid mortel, mais déclencherait une chaîne d'événements qui changerait à jamais la vie de toutes les personnes impliquées, en particulier du banquier arrogant qui prévoyait de démolir le dernier. Refuge sur cette route oubliée. Si cette histoire de courage tranquille et de justice inattendue a touché votre cœur, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, car parfois l'univers a des moyens surprenants de récompenser la gentillesse de ceux qui aident sans rien attendre en retour et de rendre justice lorsque les puissants pensent pouvoir simplement effacer ce qui ne leur sert plus. La tempête hurlait avec une fureur renouvelée, fouettant les fenêtres de Tempiro de Alma alors que l'horloge sonnait 3 heures du matin. Helena ne pouvait pas dormir assise dans le petit bureau derrière la cuisine. Elle examinait les comptes à la lumière d'une vieille lampe, les chiffres dansaient devant ses yeux fatigués. Sur le canapé de fortune dans la salle de pause, Wim dormait enveloppé dans une couverture sur le sol de la cafétéria, les motards s'étaient installés sur des nattes et des couvertures, leur ronflement formant une étrange symphonie contre le silence du petit matin nain léger ruisseau, fit lever les yeux à Helena. Marco, le chef des motards, se tenait à la porte du bureau. « Désolé de vous déranger, madame. »« Helena, murmura-t-il, je n'arrivais pas à dormir. »« Moi non plus, » répondit-elle en désignant la chaise devant elle. « Café. » Marco s'assit, en examinant les papiers éparpillés sur la table. « Ça a l'air sérieux, la banque prend mon dîner dans 1 semaine, » dit-elle simplement. « Ils veulent construire une station-service moderne ici. » Tandis qu'il parlait, Marco remarqua une photo sur le mur. « Cet homme est-il votre mari ?» Roberto est mort il y a 20 ans dans un accident de la route. Marco prit une grande inspiration. « Mon père m'a raconté des histoires sur un endroit sur l'autoroute où un homme nommé Roberto a sauvé son groupe pendant une tempête de neige en 1997. Il conduisait sa première Harley-Davidson bleue. » Helena faillit laisser tomber sa tasse. Elle attrapa rapidement un vieil album et le feuilleta jusqu'à ce qu'elle trouve une photo décolorée. Roberto avec 5 motards, une Harley bleue dans le coin. « Mon père est sur cette photo, » dit Marco en touchant l'image d'un jeune homme, George. Oliveira. George et Roberto et lui sont devenus amis après ce jour où ils ont échangé des lettres pendant des années. Mon père est décédé l'année dernière, dit doucement Marco. Parmi ces affaires, nous avons trouvé des lettres de votre mari et des histoires sur cet endroit. Le lendemain matin, alors que la tempête de neige s'apaisait, la sonnette retentit. Une femme d'une 40aine d'années, habillée de façon formelle, entra en secouant la neige de son manteau. « Je suis Ana Pereira, avocate spécialisée en droit immobilier, » se présenta-t-elle. « Je suis ici pour le groupe des motards, solidaires. » Marco apparut de la zone où les autres dormaient. « Anna est une vieille amie, l'une des meilleures avocates que je connaisse. J'ai passé la nuit à examiner votre dossier, » expliqua Honor en posant sa mallette sur le comptoir. Marco m'a envoyé des photos de tous les documents. J'ai trouvé plusieurs irrégularités dans le processus de saisie. Parmi les motards qui se réveillent en maintenant, un jeune homme nommé Kevin se leva timidement. Kevin travaille dans la sécurité numérique. Marco expliqua. Il a fait une petite enquête sur la banque régionale Mayor Mendes à quelques squelettes numériques dans son placard. « Pourquoi ferait-il ça pour moi ?» demanda Helena incrédule. « Les motards ont une longue mémoire, » répondit Marco en tapotant la photo sur le mur. « Nous sommes une organisation qui lutte contre l'injustice, monsieur. » Mendes gara sa voiture.
Importé devant le restaurant en voyant les motards, il entra avec arrogance en ajustant son costume coûteux. « Madame Santos, je suis venu voir si vous avez commencé à emballer nos investisseurs, sont impatients de démolir la semaine prochaine. » Elena s'avança calmement. « Monsieur Mendes, c'est toujours mon établissement, et j'aimerais vous présenter le docteur Ana Pereira, mon avocate. » L'expression du banquier s'est estompée. « Maître Santos, c'est une perte de temps. Les documents ont déjà été approuvés par le juge Ferrer. » Anna sourit froidement. « Il est intéressant de mentionner le juge Ferrer. J'expliquais à mon client les conflits d'intérêts que nous avons identifiés entre le magistrat et certains projets immobiliers dans la région. » Pour la première fois, le banquier a semblé sincèrement inquiet, surtout lorsqu'il a remarqué que Kevin tapait quelque chose sur son ordinateur portable. « C'est ridicule. Vous ne pouvez rien prouver, nous devons juste soulever suffisamment de questions pour obtenir un report, » a répondu Anna, compte tenu des liens entre la banque, le juge et la société Prosrail de Posto. M. Le visage de Mendes pâlit. C'est une diffamation absurde. Marco s'avança. Monsieur, les routes de Mendes comme celle-ci contiennent des histoires que l'argent ne peut pas acheter, et des gens comme Madame Les Helena sont trop rares pour être rejetés par cupidité. Ce que personne n'a réalisé à ce moment-là, c'est que derrière la silhouette frêle et fatiguée d'Helena, Santos se trouvait une femme qui avait fait face à des défis bien plus grands qu'un banquier arrogant pendant 2 décennies. Elle avait soigneusement gardé non seulement des souvenirs, mais aussi des documents, des enregistrements et des conversations, de petites pièces d'un puzzle qui commençait enfin à s'assembler grâce aux mains improbables d'un groupe de motards que le destin avait amené à sa porte. M. Mendes n'aurait jamais imaginé que sa défaite avait commencé bien avant ce matin enneigé. Elle avait commencé au moment où il avait sous-estimé un simple propriétaire de restaurant de bord de route. À midi, le soleil a finalement percé les nuages, alors qu'une file de motos s'est arrêtée devant le palais de justice municipale. La nouvelle de l'audience d'urgence s'est répandue comme une traînée de poudre parmi la communauté des motards. Un par un, des hommes et des femmes vêtus de vestes en cuir sont entrés dans le bâtiment. M. Mendes ajusta sa cravate tandis qu'il regardait avec mépris la foule qui remplissait la petite salle d'audience. Le juge Ferrer, son ami de longue date, avait accepté à contre-cœur d'examiner l'affaire, mais le banquier restait confiant. Un avocat nouvellement arrivé de la capitale et un groupe de motards n'étaient pas à la hauteur de la machine juridique qu'il contrôlait depuis des années. « Nous perdons du temps, votre honneur », a déclaré l'avocat de la banque, un homme à l'air ennuyé. Les documents ont déjà été approuvés par ce même tribunal. Le juge Ferrer avait l'air mal à l'aise, ses yeux évitant le banc où Helena était assise entre Anna et Marco. « Je suis d'accord que cette affaire a déjà été jugée, mais la nouvelle défense prétend avoir de nouvelles preuves. » Anna se leva avec le calme de quelqu'un qui connaissait déjà l'issue avant même que la bataille n'ait commencé. « Merci, votre honneur. Je voudrais appeler notre premier témoin, Monsieur Edouard Mendes. » Le banquier se dirigea vers la chaise. Désigner son arrogance habituelle ne le secoua que légèrement. Toute la cour devint silencieuse quand Anna activa le projecteur. « M. Mendes, reconnaissez-vous cet email sur l'écran? » Un message d'il y a 6 mois affichait son nom dans l'en-tête. « J'ai besoin de ce permis environnemental d'ici vendredi. Le juge Ferrer est déjà à bord, mais nous avons besoin du terrain. De la vieille dame? Offrez-lui des miettes. Elle n'a aucun moyen de prouver la valeur réelle. » Monsieur, le visage de Mendes pâlit instantanément. « C'est fabriqué. C'est un faux. » Anna sourit subtilement. Kevin, le jeune motard, s'est levé en tenant un ordinateur portable. « Je suis un expert certifié en criminalistique numérique, votre honneur. Ces emails ont été récupérés sur les serveurs de la banque avec des horodatages validés et des signatures numériques intactes. Ils sont 100% authentiques. » Un murmure parcourut la pièce tandis qu'Anna continuait de projeter une série de communications détaillant le projet, la dévaluation délibérée de la propriété, la corruption des inspecteurs de l'environnement, la manipulation des évaluations,
et les messages les plus dévastateurs et explicites entre M. Mendy et le juge Ferrer discutent de la manière dont il répartirait les bénéfices. Le juge Ferrer se leva brusquement. « Cette séance est levée. Nous devons... Votre honneur. » La voix d'Anna trancha l'air comme de l'acier froid. « Je dois vous informer que ces preuves ont déjà été envoyées simultanément au parquet, au Conseil national de la justice et à 3 médias. » À ce moment-là, 2 officiers de justice sont entrés dans la salle. L'un d'eux s'est approché du juge avec un document officiel. « Le juge Nirona a ordonné votre remplacement immédiat dans cette affaire, monsieur, et il existe un mandat préliminaire pour la saisie de vos appareils électroniques. » Le deuxième officier s'est dirigé vers monsieur Mendes, qui semblait avoir vieilli de 10 ans ces dernières minutes. « Monsieur Eduardo Mendes, vous êtes assigné à comparaître pour témoigner dans une enquête pour fraude, corruption active et complot. » La nouvelle juge, une femme d'âge moyen à l'air sévère, n'a mis que 20 minutes pour annuler la saisie et ordonner une enquête complète sur les pratiques de la banque régionale dans la région. Quand ils ont quitté le palais de justice, Elena a été surprise par le bruit assourdissant. La rue entière était remplie de motos, pas seulement 10, mais des centaines d'entre elles parfaitement alignées devant le palais de justice, des motards de tous âges et de tout type, certains avec des patchs de club qu'elle n'avait jamais vus auparavant, d'autres avec des t-shirts de fortune affichant un restaurant stylisé et les mots « Tempiro de Alma en lumière sur la route ». Marco sourit à son expression choquée. « Ai-je mentionné que nous sommes une organisation? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que nous sommes le plus grand réseau indépendant de motocyclistes du pays. Tempro de Alma n'est pas seulement un restaurant Elena, c'est un symbole pour nous. » Un motard plus âgé s'est approché en retirant son casque. « Votre mari Roberto m'a sauvé la vie en 1995, a-t-il dit, la voix brisée. Je souffrais d'hypothermie, perdu sur la route, quand il m'a trouvé et m'a amené au café. Nous n'oublions jamais ceux qui nous aident quand personne d'autre ne le ferait. » Un par un, les motards se sont approchés avec des histoires similaires sur la façon dont Roberto et Elena avaient été un phare sur les routes sombres, offrant de la nourriture chaude, un endroit où dormir ou simplement un mot gentil quand ils en avaient le plus besoin. Sur le trottoir d'en face, M. Mendes a regardé la scène avec incrédulité, son téléphone sonnant sans cesse. Son monde s'effondrait. Alors qu'il regardait la célébration grandissante autour de la femme qu'il avait considérée comme insignifiante devant la banque, un huissier a affiché un avis d'enquête sur les portes vitrées. Des clients nerveux faisaient à la queue pour retirer leurs investissements, alors que des journalistes commençaient à arriver, attirés par la nouvelle du scandale. Elena traversa la rue et s'arrêta devant le banquier Monsieur Mendes, dit-elle calmement. Mon mari a toujours dit que les routes gardent les souvenirs plus longtemps que n'importe quel livre de comptabilité. L'homme, maintenant brisé, évitait son regard. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-il. « Je ne faisais que suivre les ordres des investisseurs, du conseil. » D'administration. « Il y a toujours un choix, » répondit Elena. « Et maintenant, tu devras vivre avec le tien. » De retour auprès de ses nouveaux amis, Elena n'a pas vu la voiture de fonction qui s'est arrêtée à côté de la banque, ni l'homme, au costume impeccable qui en est sorti en regardant toute la scène avec un intérêt calculé. Le directeur national de la banque régionale était arrivé en personne et son regard froid suivait Elena alors qu'elle marchait parmi la foule de motards. Ce que personne n'aurait pu prédire à ce moment-là, c'est que la victoire au tribunal n'était que le début, car les enquêtes s'approfondissaient. Un réseau de corruption beaucoup plus vaste commençait à être révélé. Un réseau qui s'étendait à d'autres établissements, d'autres familles, d'autres histoires d'expropriation injuste qui avaient changé de façon permanente la carte de cette région, et au centre de cette transformation se trouverait un simple restaurant de bord de route dont les lumières ne s'éteindraient plus. Jamais les nuits d'orage. 1 an plus tard, la façade rénovée de Tempiro de Alma brillait sous le soleil printanier. Le vieux panneau délavé avait été remplacé par un panneau brillant fait à la main par des métallurgistes qui étaient des motocyclistes de 3 états différents. Dans le parking agrandi,
Les motos et les voitures partageaient harmonieusement l'espace et un panneau annonçait le dernier ajout. Atelier de solidarité. Maintenance d'urgence. 24 heures sur 24 heures, Elena observait le mouvement au comptoir où travaillaient désormais 4 employés au lieu de seulement Wim. Le jeune serveur était désormais le responsable de l'équipe de nuit, permettant à Elena d'avoir enfin le temps de se reposer après 2 décennies de travail ininterrompu. Marco est au téléphone. Il appelle Tania, la nouvelle caissière. Il dit que le groupe arrive demain pour le festival. Elena sourit. Le festival de solidarité moto est devenu un événement bisannuel qui attire des centaines de visiteurs, stimulant l'économie de toute la région. Trocé-E, qui avait commencé comme un simple restaurant de bord de route, était devenu l'épicentre d'un réseau de soutien qui s'étendait sur des milliers de kilomètres de l'autre côté de la ville dans le petit appartement qu'il avait réussi à louer après des mois de chômage. Eduardo Mendes, un ancien directeur de banque régionale, a essayé une fois de plus de répondre à un appel d'employeur potentiel comme les fois précédentes. L'appel s'est terminé dès qu'il a mentionné son nom. « Je comprends, merci pour l'opportunité ». Il a raccroché en regardant la pile de factures en souffrance. L'enquête qui avait débuté avec le snack-bar d'Elena avait révélé des dizaines de cas similaires de fraude, de manipulation de contrats et d'expropriations illégales. Le système qui avait bénéficié à la banque et à ses dirigeants pendant des années était désormais complètement exposé. L'ancien banquier regarda par la fenêtre en voyant au loin l'enseigne au néon du snack-bar qu'il avait essayé de détruire. Il n'aurait jamais imaginé qu'un simple commerçant qu'il considérait comme insignifiant puisse déclencher sa chute. Les routes gardent des souvenirs. Avait-elle dit maintenant, il comprenait au siège de la banque régionale à 2 heures de route, le nouveau directeur Marcos Oliveira, un visage familier pour ceux qui connaissaient la Modista. Le groupe de Solidario présidait une réunion extraordinaire. La restructuration est presque terminée, a-t-il annoncé en regardant les dirigeants restés après le grand nettoyage institutionnel. Désormais, notre programme de développement régional donnera la priorité aux petites entreprises établies depuis plus de 10 ans et ayant fait leurs preuves en matière de services communautaires. L'un des conseillers leva la main. Qu'en est-il du projet de station-service sur les autoroutes? Marco sourit. Il est toujours d'actualité, mais grâce à une refonte complète, chaque station-service offrira un espace aux commerces locaux existants. Le premier modèle sera mis en œuvre sur la propriété adjacente à Tampiro de Alma, en conservant le snack-bar tel quel. Pendant ce temps, à la mairie, un vote avait lieu sur le projet de loi qui créerait la route de la solidarité, un circuit touristique officiel reliant les établissements historiques qui, comme Tampiro de Alma, ont résisté à la spéculation immobilière et ont maintenu vivante la tradition d'ouvrir leurs portes aux voyageurs dans le besoin. Cette route n'est pas seulement une attraction touristique, a déclaré la conseillère municipale Ana Pereira, la même avocate qui avait représenté Elena 1 an plus tôt et qui occupait désormais une fonction publique. C'est un monument vivant à la résistance des petits entrepreneurs qui ont défendu des valeurs fondamentales lorsque le progrès menaçait de les engloutir sans les préserver. La loi a été adoptée à l'unanimité avec une clause spéciale garantissant la protection du patrimoine culturel pour les établissements ayant plus de 15 ans de service continu à la communauté en fin d'après-midi. Alors qu'Elena fermait la caisse, elle trouva une lettre qui lui était adressée. L'enveloppe officielle contenait une invitation à recevoir la médaille d'honneur communautaire de l'État, la plus haute distinction civile pour service rendu à la société. Alors qu'elle rangeait l'enveloppe dans son tiroir, son regard tomba sur la vieille photo de Roberto avec les motards à côté. Un nouveau cadre montrait Elena avec Marco et son groupe la nuit de la tempête de neige il y a 1 an. « Tu serais fier, vieil homme têtu », murmura-t-elle en touchant l'image de son mari. Les lumières sont toujours allumées. Ce soir-là, alors qu'Elena se retirait enfin dans son petit appartement au-dessus du restaurant, son téléphone sonna. C'était Kevin, le jeune expert en technologie qui avait contribué à démasquer le stratagème bancaire. « Mademoiselle Elena, vous devez absolument voir ça », dit-il avec enthousiasme.
L'article sur Tempiro d'Alma vient de devenir viral, plus d'1 million de vues en seulement 3 heures. Elena sourit en se souvenant du jeune journaliste qui avait visité l'établissement la semaine précédant son reportage. Je ne comprends pas ce business d'Internet, Kevin, mais si cela aide d'autres personnes à garder leurs portes ouvertes quand la tempête frappe, qu'il en soit ainsi. Ce qu'Elena n'aurait jamais pu imaginer, c'est que sa simple histoire, née d'un acte de gentillesse lors d'une nuit orageuse, inspirait des gens à travers le pays à redécouvrir la valeur des communautés de soutien mutuel dans un monde de plus en plus individualiste et, quand M. Mendes a finalement trouvé un emploi 6 mois plus tard, c'était comme gardien de nuit dans l'une des stations-service de la nouvelle chaîne qui avait remplacé le projet qu'il avait prévu de l'autre côté de l'autoroute. Les lumières de Tempiro do Alma brillaient plus fort que jamais, lui rappelant chaque jour qu'il existe des forces plus puissantes que l'argent, la mémoire des routes et la solidarité qui fleurit quand on s'y attend le moins. Nous nous trouvons chaque jour à des carrefours de la vie où nous pouvons choisir entre fermer les portes ou les garder ouvertes, entre profiter aux dépens des autres ou prospérer tout en élevant une communauté entière. L'histoire d'Elena nous rappelle que parfois un acte de gentillesse qui semble être un sacrifice peut revenir comme une avalanche de justice et de transformation.